On va donc démarrer ce troisième webinaire du printemps du microbiote. Pour cette troisième présentation, je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui le professeur Harry Sokol, qui est un expert internationalement reconnu, hein. Vous connaissez tous de la relation microbiote-hôte, notamment sur les aspects maladies inflammatoires intestinales, réponse immunitaire. Je vous rappelle que le professeur Sokol est gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine, qu'il est leader avec Philippe Sexic de l'unité microbiote intestin-inflammation au centre de recherche de Saint-Antoine, responsable du groupe sur l'étude du microbiote intestinal et de l'immunité au sein de Michaelis à l'INRAE. Et c'est bien sûr le président de notre FHU, donc qui nous donne l'occasion donc d'animer ce printemps. Aujourd'hui, Harry va faire cette présentation sur la relation entre le microbiote intestinal et les maladies inflammatoires de l'intestin, gut microbiota in IBD, from description to intervention. Donc, à l'issue de cette présentation, on aura une séance de questions. Je pense qu'il y aura pas mal de questions. Donc, je vous propose tout au long de la présentation d'utiliser le chat pour poser vos questions et je me ferai votre relais avec Karine Clément qui va nous rejoindre pour les poser à Harry. Harry, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Nathalie de la présentation et merci à vous d'être là si nombreux. Voilà mes conflits d'intérêts. Donc d'abord un bref rappel, le microbiote intestinal, comme vous le savez, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont dans notre intestin. Pour un adulte de 70 kg, on a à peu près 2 kg de contenu intestinal. Et il ne s'agit pas que de bactéries, il y a aussi beaucoup d'eau. Autant de bactéries dans l'intestin que de cellules dans notre corps. Et puis, dans nos cellules humaines, bien sûr, nous avons notre génome humain. Et si tout va bien, c'est le même dans toutes nos cellules. Si l'on met bout à bout les gènes présents dans le microbiote intestinal humain d'un individu, ça représente 25 fois la taille du génome humain, ce qui vous donne déjà une idée des capacités fonctionnelles et en même temps de la quantité absolument faramineuse d'informations que cela représente. Donc, dans notre intestin, on a des bactéries. C'est la partie que l'on connaît le mieux. Au niveau colique, ce sont essentiellement des bactéries anaérobies qui appartiennent particulièrement à ces deux grands groupes en rouge et en jaune, les Bacteroidetes et les Firmicutes. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres types de micro-organismes dans l'intestin, des champignons, des virus et notamment des phages, c'est-à-dire des virus qui vont cibler non pas nos cellules humaines, mais les bactéries et par cela potentiellement moduler les populations bactériennes, et encore d'autres types de micro-organismes, des archées, des protistes, donc un écosystème extrêmement complexe. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y en a deux grands types, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Ce sont des maladies qui vont toucher des sujets jeunes, altérer leur qualité de vie. Ce sont des maladies chroniques avec des périodes de poussée et de rémission. Nous n'avons malheureusement pas de traitement curatif pour ces pathologies et les patients vont pouvoir avoir différents types de complications, des poussées sévères qui vont conduire à des hospitalisations, mais aussi des infections et certains cancers qui sont favorisés par l'inflammation intestinale elle-même ou alors par certains immunosuppresseurs qu'on est amené à leur donner. Ce ne sont pas des maladies rares. L'incidence est de l'ordre de 10 pour 100 000 et par an. On estime aujourd'hui qu'en France, on a de l'ordre de 300 000 patients qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin. Et le risque de développer l'une de ces maladies au cours de la vie est supérieur à 1%. Et en plus de cela, l'incidence augmente partout, que ce soit dans les pays occidentaux ou dans les pays qui sont en train d'acquérir un mode de vie proche du nôtre. Pardon. Donc, la physiopathologie de ces maladies, elle reste mal connue, même si aujourd'hui, on peut lire dans un certain nombre de revues ou de textbooks que ces maladies, elles sont liées à une activation du système immunitaire dans l'intestin vis-à-vis d'un microbiote qui est altéré chez des
personnes qui sont génétiquement susceptibles et sous l'influence de facteurs d'environnement, ce qui nous dit à la fois beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose, et notamment que, très clairement, on a encore beaucoup de choses à comprendre sur ces maladies. Néanmoins, on a ces dernières années un certain nombre d'éléments qui suggèrent que certains facteurs d'environnement, certains facteurs génétiques pourraient impacter la maladie via un effet sur le microbiote intestinal, ce qui ne veut pas dire que le microbiote est le seul acteur, et on a bien sûr d'autres acteurs, d'autres facteurs qui vont agir sur ces maladies de manière indépendante du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, il est sous une double influence, notre génétique, nos cellules immunitaires, mais aussi sous l'influence des facteurs environnementaux auxquels on est soumis. Et lorsqu'on pense facteurs environnementaux et microbiote, en gros, on a deux grandes périodes. D'abord, on a tout ce qui va se passer tôt dans la vie, puisque vous savez que in utero, ou plutôt dans la poche placentaire, on est stérile, il n'y a pas de micro-organismes vivants dans la poche placentaire. Et donc, on va rencontrer essentiellement le monde microbien à partir de la naissance. Et ces premières interactions, elles vont jouer un rôle important. Et d'un point de vue microbiologique, on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont avoir un effet sur ces premières interactions. Par exemple, tout simplement, le mode d'accouchement. C'est évidemment pas pareil de naître par voie basse ou par césarienne. L'alimentation, qu'elle soit maternelle ou avec du lait maternisé. L'endroit tout simplement où l'on vit, d'un point de vue microbiologique, c'est complètement différent de vivre dans une ferme ou en pleine ville. Et puis, bien sûr, des facteurs plus évidents comme la prise d'antibiotiques. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'éléments qui suggèrent que ces premières interactions entre le monde microbien et notre système immunitaire particulièrement vont d'une certaine manière avoir une empreinte, réaliser une empreinte sur notre système immunitaire. Et si ces interactions sont de mauvaise qualité ou si elles sont altérées, eh bien, ça va conduire à, entre guillemets, une mauvaise éducation de notre système immunitaire et potentiellement au risque de développer des maladies liées à l'immunité plus tard dans la vie, et notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ici, vous avez un exemple d'une étude sur une cohorte d'enfants danois, près de 600 000 enfants, et vous voyez qu'il y a une corrélation entre le nombre de prises d'antibiotiques dans l'enfance et le risque de développer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Alors, il ne s'agit que de corrélation et pas de causalité. Néanmoins, on a ce type de données avec les antibiotiques, mais on a des données tout à fait similaires avec la césarienne ou le type d'alimentation. Pour vraiment aller vers de la causalité, eh bien, on doit faire des études d'intervention, et évidemment, ce n'est pas des choses que l'on peut faire pour répondre à cette question chez l'homme. Et donc, on va se tourner chez des modèles murins. Et ici, vous avez un très beau travail qui a été publié par l'équipe de Gérard Eberl à l'Institut Pasteur, qui a montré sur un modèle murin que si on perturbe le microbiote intestinal à un moment très particulier, au moment du sevrage des souris, avec des antibiotiques, eh bien, ça va conduire à une altération de l'éducation du système immunitaire et à une augmentation de la susceptibilité à l'inflammation intestinale plus tard dans la vie, alors même que le microbiote, finalement, s'est rétabli après cette perturbation. Bien sûr, tout ne se joue pas quand même dans la période néonatale, et on a d'autres événements qui peuvent se passer à l'âge adulte, et bien sûr beaucoup de facteurs environnementaux qui peuvent avoir un effet sur le microbiote. Vous les connaissez, l'alimentation, notamment l'alimentation ultra transformée avec par exemple les émulsifiants, comme ça avait été bien montré par Benoît Chassin, mais aussi les prises d'antibiotiques, la richesse en fibres ou en autres composants alimentaires, le tabac, et puis la prise d'autres médicaments hors antibiotiques. Aujourd'hui, on sait qu'au minimum un quart des médicaments qu'on prescrit à nos patients qui ne sont pas des antibiotiques ont un effet sur le microbiote intestinal. Et donc, si on perturbe la composition et le plus important, les fonctions de ce microbiote, évidemment, ça va avoir des effets sur l'eau. Alors, je vous dis depuis quelques minutes que le microbiote intestinal est un acteur de la physiopathologie des MICI, mais finalement, vous n'êtes pas obligé de me croire. Est-ce que réellement, c'est un acteur? Bien, aujourd'hui, on a un faisceau d'arguments, et je vais vous lister vraiment ceux qui sont les plus clés à mon sens, qui nous permettent de donner une réponse pragmatique à cette question. Et cette réponse pragmatique, c'est oui. Oui, le microbiote est bien un acteur et pas juste un témoin
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Premier élément absolument majeur, lorsque l'on modifie le microbiote intestinal, eh bien, cela a un impact sur la maladie. C'est vrai dans les modèles animaux, notamment les modèles d'inflammation intestinale chez la souris. Alors effectivement, là aussi, vous pourriez me dire, les souris, c'est bien gentil, mais ce n'est pas l'être humain. Mais, et là c'est beaucoup plus important, on a des données chez l'homme avec les essais de transplantation fécale qui montrent par A plus B que oui, lorsqu'on modifie le microbiote, on va avoir des effets, et je vais en reparler un peu plus tard. Deuxième argument important, le microbiote des patients atteints de MICI est pro-inflammatoire. Lorsque l'on va prendre le microbiote fécal d'un patient atteint d'une MICI, qu'on va le transférer à une souris sans germe, eh bien, cette souris va être plus susceptible à l'inflammation intestinale qu'une de ses petites copines qui a été colonisée avec le microbiote de sujets sains. Donc ça, c'est voilà, une démonstration que ce microbiote est pro-inflammatoire. Et puis, bien sûr, troisième argument, et encore une fois, je vous ai cité que les principaux, il y en a beaucoup d'autres, le microbiote des patients atteints de MICI, lorsqu'on l'analyse, eh bien, il est altéré. Alors, en quoi est-il altéré? Ici, c'est un article qu'on a publié il y a quelques années sur le microbiote bactérien des patients atteints de MICI. Chaque point, c'est le microbiote d'un sujet. Plus les points sont proches, plus les microbiotes sont similaires, et plus ils sont éloignés, plus ils sont différents. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de statistiques pour voir que les sujets sains qui sont en bleu sont différents des patients qui ont une MICI en poussée en rouge, et les patients qui ont une MICI en rémission en vert sont un petit peu entre les deux. Dans cet article de 2017, on avait également analysé le microbiote fongique, et ça avait été d'ailleurs une des originalités de ce travail. Et là encore, là c'est un graphique qui se concentre sur les patients en poussée. On voit bien que les sujets sains en bleu sont différents des patients qui ont une maladie de Crohn et des patients qui ont une rectocolite hémorragique. Mis à part la composition à l'échelle macro, quelles sont les autres anomalies? Eh bien, on voit une diminution de la diversité de ce microbiote. Et donc, quand on parle de diversité, c'est vraiment les mêmes termes que ce que les écologistes nous emploient lorsqu'ils nous parlent de la diversité des animaux dans les forêts ou dans les océans. C'est vraiment le nombre d'espèces différentes et l'équilibre entre ces espèces. Et puis, si on regarde d'un peu plus près la composition de ce microbiote intestinal, eh bien, ce que l'on voit par rapport au sujet sain, dont le microbiote est dominé par les grands groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les firmicutes en bleu et les bactéroïdètes en vert, eh bien, on voit une diminution des firmicutes et l'apparition de ce groupe orange, les protéobactéries, dont le membre principal est Escherichia coli. En tout cas, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est Escherichia coli. Autre élément qui rajoute une couche, et ce sont vraiment des résultats qui ont été publiés il y a quelques mois concernant le rôle de ces anomalies du microbiote, de ces altérations du microbiote dans la physiopathologie de ces maladies, c'est le fait que ces altérations, eh bien, elles précèdent le diagnostic de la maladie, en l'occurrence ici c'était maladie de Crohn, de plusieurs années, alors même qu'on ne note pas encore d'inflammation dans l'intestin. Donc, lorsqu'on met ensemble tous ces éléments, on n'a plus aujourd'hui beaucoup de doutes pour dire que le microbiote est bien un acteur. Parmi les altérations du microbiote associées au MICI, on va retrouver certaines bactéries. Je vous ai parlé des Escherichia coli. Il y a notamment ces Escherichia coli particuliers dits adhérents invasifs qui sont associés avec la maladie de Crohn de l'intestin grêle, qui vont avoir des effets plutôt pro-inflammatoires. Et inversement, on a des bactéries parmi celles qui diminuent au cours des MICI qui ont des effets anti-inflammatoires. Une des bactéries sur lesquelles on a beaucoup travaillé depuis plus de 15 ans maintenant, c'est Faecalibacterium prausnitzii, qui appartient aux firmicutes, qui diminue au cours des MICI et pour lesquelles on a démontré qu'elle avait des effets anti-inflammatoires. Donc, si on fait un petit zoom sur cette bactérie qui est très importante dans l'homéostasie intestinale, on a pu démontrer qu'elle produit des molécules qui sont en grande partie identifiées maintenant. Il y a du butyrate, mais il y a aussi une protéine qui s'appelle MAM, qui va avoir des effets sur les cellules épithéliales de l'intestin et globalement bloquer un certain nombre de voies de l'inflammation et renforcer la barrière intestinale. De l'autre côté, on sait aujourd'hui qu'il y a des molécules sur la paroi de la bactérie cette fois-ci, et ça, ces molécules, elles ne sont pas encore complètement identifiées.
Et ces molécules, elles vont agir, elles, sur les cellules immunitaires et notamment les cellules présentatrices de l'antigène comme les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques. Et en agissant sur ces cellules, elle va provoquer un phénotype régulateur ou anti-inflammatoire, si vous voulez, de ces cellules qui vont se mettre à produire des grandes quantités d'interleukine 10, qui est une cytokine anti-inflammatoire. Et en plus de cela, cela va induire l'expansion et la stimulation d'une sous-population de lymphocytes T régulateurs qui expriment à la fois le CD4 et le CD8 alpha. Donc, si ces bactéries, si ce microbiote, on peut le regarder au niveau de la composition bactérienne, on voit qu'effectivement qu'il y a certaines bactéries qui augmentent, d'autres qui diminuent, avec probablement des effets sur l'inflammation. On sait aujourd'hui qu'une des manières qu'ont ces micro-organismes pour agir sur nos cellules, ce sont via les petites molécules, c'est-à-dire les métabolites qu'elles produisent. Et de la même manière que vous avez des bactéries pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires, eh bien, on a le même type de dichotomie avec les métabolites. Et donc, si on prend les grandes familles de métabolites du microbiote intestinal sain, il y en a une variété absolument énorme. Je vais vous parler en quelques mots juste de ces trois grandes familles qui sont aujourd'hui les plus reconnus comme impactant l'homéostasie intestinale et la santé. Et puis, je vais zoomer sur les métabolites du tryptophane parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Donc, vous avez d'abord les acides gras à chaîne courte qui sont produits par les bactéries en digérant les fibres contenues dans les végétaux, hein, puisque vous savez que nos enzymes humaines ne sont pas capables de digérer les fibres végétales contenues dans les fruits et les légumes. Et ces acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, le propionate et l'acétate, vont avoir des effets absolument majeurs dans l'intestin, sur l'immunité, sur les cellules épithéliales, mais aussi vont diffuser à distance et avoir des effets sur de très nombreuses fonctions de notre organisme. Les acides biliaires secondaires, donc les acides biliaires, vous pourriez me dire, bah, c'est pas microbien, c'est produit par le foie. Et effectivement, vous avez raison, c'est produit par le foie sous forme d'acides biliaires primaires conjugués. Et lorsque ces acides biliaires vont se retrouver dans la lumière digestive, eh bien, ils vont être au contact de bactéries qui vont les transformer en acides biliaires secondaires et déconjugués. Et ces molécules ont des effets complètement différents par rapport aux acides biliaires primaires. Et donc, l'effet du microbiote va changer complètement leurs effets. Et finalement, les acides biliaires, ce sont ce qu'on appelle des cométabolites, c'est-à-dire que certes, ils sont produits par nos cellules humaines, mais ils sont ensuite complètement modifiés par les micro-organismes. Donc, ce sont vraiment des molécules du dialogue. Ensuite, et je vais faire un petit focus là-dessus, les métabolites du tryptophane. Alors, le tryptophane, qu'est-ce que c'est? C'est un acide aminé essentiel qui sert bien sûr à la synthèse des protéines, mais c'est aussi un précurseur pour de nombreuses molécules actives. Le tryptophane est utilisé par nos cellules et suit deux grandes voies métaboliques. La voie de synthèse de la sérotonine, donc par définition, le tryptophane va servir à la production de la sérotonine et également de la mélatonine. Le tryptophane va suivre également une autre voie métabolique que l'on appelle la voie idéo ou la voie des kynurénines, qui va induire la production d'un grand nombre, une grande variété de métabolites différents qui ont des effets très importants sur la santé, sur l'inflammation, sur le cerveau, sur le métabolisme. Et puis, le microbiote, en tout cas certains composants du microbiote, ont la capacité également d'utiliser ce tryptophane pour le transformer en molécules actives, et notamment en indoles. Donc, toutes ces molécules appartiennent à la famille des indoles, et un certain nombre d'entre elles, de ces molécules, vont être capables d'activer un récepteur qu'on appelle AHR pour aryl hydrocarbone récepteur. Ce récepteur, il est exprimé sur beaucoup de cellules dans notre organisme, dans l'intestin, les cellules épithéliales, des cellules immunitaires, mais il est aussi exprimé dans beaucoup d'autres cellules de notre corps, le foie, le cerveau, et j'en passe. Et donc, ces indoles produits par le microbiote à partir du tryptophane, dans l'intestin, ils vont activer ce récepteur, et cela va induire la production d'un certain nombre de molécules
qui sont très importantes pour l'homéostasie intestinale, comme l'interleukine 22, les peptides antimicrobiens. Et globalement, ça va renforcer l'intégrité épithéliale. Et ce que l'on a montré il y a quelques années, on était parti à l'époque d'un modèle de souris invalidé pour un gène qui s'appelle CARD9, qui est un gène de susceptibilité au Mickey. On avait observé avec Bruno Lamas, qui était postdoc à l'époque dans le labo, que ces souris qui étaient plus sensibles à l'inflammation intestinale, eh bien leur sensibilité, elle était liée au fait que leur microbiote produisait moins d'indoles, moins d'agonistes AHR, et donc qui avait une plus forte susceptibilité à l'inflammation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce travail, chez la souris, on a pu montrer qu'il était possible de réverser ce phénotype en apportant soit des molécules agonistes AHR, soit des bactéries qu'on avait à l'époque isolées du microbiote de la souris, qui produisent naturellement des agonistes AHR. Évidemment, la souris, c'est intéressant, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'homme. Et dans ce même travail qui a maintenant un peu moins de 10 ans, on avait montré que le microbiote des patients atteints de Mickey avait une capacité inférieure à celui des sujets sains pour produire ces agonistes AHR. Et si on prenait l'un de ces agonistes, ici c'est l'acide indolacétique, eh bien vous voyez que le niveau est effondré dans les selles des patients comparé à ce que l'on trouve chez les sujets sains. Et plus récemment, on a très largement confirmé ces résultats avec des nombres de patients beaucoup plus importants. Vous voyez, plus de 1000 patients atteints de Mickey et une centaine de sujets contrôle. Là, je vous montre une partie de ces résultats. Vous voyez que la somme de tous les indoles est diminuée chez les patients atteints de Mickey par rapport au sujet sain, que ça soit, là c'est dans le sérum, mais c'est vrai aussi dans les selles. Et si on regarde l'acide indolacétique, à nouveau c'est le même que celui-là, vous voyez cette diminution. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on est entré dans cette histoire du métabolisme du tryptophane, on y est entré via la génétique et via ce gène CAR9 de susceptibilité au Mickey. Et un petit peu par hasard, on a été amené à regarder la production de ces agonistes AHR dans le microbiote dans une situation complètement différente qui est le syndrome métabolique. Et ce que l'on a observé, ça c'est chez l'homme et ici vous avez un modèle chez la souris, c'est que finalement dans le syndrome métabolique, le microbiote a également un défaut de production de ces agonistes AHR. Vous voyez ici une corrélation négative entre l'indice de masse corporelle et ces agonistes AHR dans les selles. Et ici, vous voyez dans un modèle murin, et on a d'autres données sur d'autres modèles murins et chez le rat, qui montrent cette diminution d'agonistes AHR. Et donc, ce que ça suggère, c'est qu'il n'y a pas que des éléments génétiques, il y a aussi des facteurs environnementaux qui vont pouvoir jouer sur le microbiote et sa capacité à produire ces agonistes AHR. Et on peut imaginer que si on combine génétique et environnement, ça va être encore pire. Donc, en première conclusion de ce topo, comme je vous l'ai dit, pendant longtemps, on s'est posé la question du rôle du microbiote dans la maladie. On s'est demandé si c'était la cause ou conséquence ces altérations du microbiote. Aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement dire que c'est à la fois cause et conséquence, c'est-à-dire que, évidemment, on sait que l'environnement, les facteurs génétiques ont un effet sur l'inflammation dans l'intestin. On sait que ces facteurs ont également un effet sur le microbiote. On sait que l'inflammation dans l'intestin a un effet sur le microbiote. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais si on induit une inflammation intestinale chez une souris, eh bien, le microbiote va s'altérer. C'est assez logique. On change l'environnement intestinal, les micro-organismes vont changer. Et puis enfin, on sait que le microbiote a un effet sur l'inflammation. Je vous en ai déjà largement parlé. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est une sorte de cercle vicieux entre l'inflammation intestinale et les altérations du microbiote. Et chaque acteur de ce cercle vicieux favorise l'autre. L'inflammation favorise les altérations du microbiote et les altérations du microbiote favorisent l'inflammation. Et donc, si on veut avoir un effet thérapeutique satisfaisant chez nos patients atteints de Mickey, il faut probablement cibler à la fois l'inflammation et l'immunité, mais aussi le microbiote intestinal. Et donc, si on veut cibler le microbiote, il y a plusieurs stratégies. Une première stratégie, c'est d'essayer de taper, entre guillemets, sur les mauvaises bactéries. Et donc ça, on peut utiliser des antibiotiques, mais évidemment, ce n'est pas très spécifique. Il peut y avoir des effets secondaires et puis des problématiques de résistance aux antibiotiques. Donc, ce n'est pas très attractif. Mais on peut aussi utiliser des phages
qui sont des virus, comme je vous l'ai dit, qui ciblent les bactéries. Et là, c'est beaucoup plus spécifique comme intervention, et on peut imaginer taper sur les bactéries qui nous intéressent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, il y a plusieurs travaux qui cherchent à cibler Escherichia coli ou Klebsiella pneumoniae avec ce type d'approche. Autre stratégie possible, d'ailleurs qu'on pourrait tout à fait imaginer combinée à la précédente, c'est d'apporter des bactéries ou des fonctions manquantes ou altérées chez les patients. On peut imaginer le faire avec la transplantation de microbiote fécal. Excusez-moi. Voilà. Mais on peut aussi imaginer identifier dans le microbiote ce qui est actif et administrer les bactéries, qu'elles soient seules ou en consortium. Et ça, c'est le concept probiotique de nouvelle génération. Et puis, si on comprend bien comment tout cela fonctionne, ça va passer par des molécules, et si on les identifie, on peut les donner aux patients comme un médicament, et ça, c'est le concept de postbiotique. Donc, la transplantation fécale, pour commencer, le concept, il est très simple, hein, c'est de remplacer un microbiote qui est anormal, associé à une maladie et pour lesquelles on pense qu'il va jouer un rôle, par un microbiote sain, en espérant bien sûr avoir des effets thérapeutiques. Il y a un certain nombre d'essais randomisés contrôlés qui ont été publiés, principalement dans la rectocolite hémorragique. Ici, vous avez les 4 premiers qui ont été faits à chaque fois chez des patients qui étaient en poussée. Donc, les patients ont une activité de leur maladie, ils ont la diarrhée, ils ont mal au ventre, ils ont de l'inflammation, et on leur fait de la transplantation fécale. Ça ne paraît pas forcément comment dire, très, très logique en première approche, mais néanmoins, ça marche. On a 3 de ces 4 essais qui sont positifs. Très forte hétérogénéité en termes d'approche, transplantation faite par lavement, par administration duodénale, coloscopie, etc. Des études avec des N relativement faibles, mais néanmoins des résultats pas complètement débiles, entre guillemets, puisqu'on a entre 20 et 30% de mise en rémission contre 5 à 10% chez les groupes contrôle, ce qui n'est pas très éloigné de ce qu'on obtient avec les immunosuppresseurs. Bon, la limite, là aussi, c'est qu'on n'a pas de données de maintenance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que les patients deviennent un petit peu plus tard. Là, c'est le résultat de la dernière étude qui a été publiée en 2022, qui montre là aussi un effet très positif de la transplantation fécale. Dans la maladie de Crohn, c'est plus compliqué. D'abord, souvent on parle des MICI dans leur ensemble, comme si c'était un petit peu la même chose, mais finalement, la maladie de Crohn, c'est très différent de la rectocolite hémorragique. D'abord, c'est une maladie beaucoup plus profonde, transmurale, souvent avec une composante systémique de l'inflammation. Et les premières tentatives de transplantation fécale qui ont été faites chez des patients avec maladie de Crohn sévère et réfractaire, eh bien, non seulement ça n'a pas marché, mais en plus de ça, les premières expériences ont été mauvaises avec des effets secondaires à type de fièvre, de translocation bactérienne, si bien que même certains disaient qu'il était impossible de faire de la transplantation fécale dans la maladie de Crohn. Donc nous, on s'est intéressé à cette maladie il y a déjà presque 15 ans maintenant, quand on a commencé à y réfléchir. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que vraiment le traitement de la poussée de la maladie, c'est le problème principal dans la maladie de Crohn? Et à mon sens, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que finalement, dans l'écrasante majorité des cas, on trouve un moyen de calmer l'inflammation. On a des immunosuppresseurs très puissants et on peut utiliser, c'est tout à fait acceptable d'utiliser ces immunosuppresseurs puissants, même en les combinant, si c'est pour une durée de temps relativement courte, parce qu'on sait que dans ce cadre-là, la sécurité d'emploi est globalement bonne. En revanche, lorsqu'il s'agit de maintenir une rémission pendant très longtemps, des dizaines d'années, hein, puisque ce sont des maladies de toute la vie, là, ce n'est pas du tout la même histoire. On a besoin d'avoir une sécurité d'emploi qui est très bonne. Donc, bien que les états de poussée et de rémission soient finalement des états très différents, aujourd'hui, eh bien, on emploie les mêmes traitements pour les deux situations. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu... ça pose question, et donc on pourrait se demander si, est-ce que réellement, une fois qu'on a éteint le feu avec notre Canadair, est-ce qu'il faut continuer à envoyer le Canadair sur la forêt? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser une autre approche, peut-être un petit peu plus légère et moins à risque, surveiller et puis éteindre le premier feu de broussailles qui arrive avec tout simplement un pompier? Et donc, c'est finalement avec ce concept
avec tous ces concepts que je vous ai présentés avant, qu'on a construit cette étude Impact Crohn qui date. J'ai commencé à écrire le protocole en 2011, donc vous voyez, c'était il y a un petit moment, et l'étude, le résultat a été publié en 2020. Donc, c'était une étude pilote, randomisée, contrôlée, mais de petite taille. Donc, vous voyez 9 patients par groupe. Ce n'est pas une étude de phase 3, c'est une étude dont les résultats servent à réfléchir, à générer des hypothèses et certainement pas à dire qu'il faut utiliser la transplantation fécale ou pas. Donc, les patients étaient inclus en poussée. Donc, il y a le feu à la forêt, pour reprendre la métaphore de la forêt. On les traite d'abord par corticoïdes pour éteindre le feu, immunosuppresseur très puissant et qui a des effets secondaires si il est maintenu sur le long terme. Et une fois que les patients étaient mis en rémission, eh bien là, ils étaient randomisés. Et ils avaient soit la transplantation fécale au cours d'une coloscopie, soit une fausse transplantation fécale au cours de la coloscopie. On diminuait les corticoïdes sur quelques semaines et le patient était suivi jusqu'à 6 mois. Donc, le résultat principal de cette étude, vous l'avez ici, tous les patients sont en rémission, par définition, en rémission clinique au moment de la transplantation fécale ou de la fausse transplantation fécale. Et vous voyez que les patients qui ont eu cette transplantation récidivent moins vite que ceux qui ne l'ont pas eu, même si ce n'est pas statistiquement significatif parce que, effectivement, les nombres de sujets sont très faibles. Sur d'autres paramètres, on a des éléments qui sont significatifs. Ici, je vous en montre qu'un seul, mais il y en avait d'autres. Vous voyez le score endoscopique de gravité. Donc là, c'est vraiment le gastroentérologue qui fait la coloscopie et qui compte les ulcérations et qui quantifie l'inflammation. Eh bien, vous voyez que dans le groupe transplantation fécale, ce score diminue significativement après l'intervention, alors que dans le groupe fausse transplantation, eh bien, il n'y avait strictement aucun effet. Et ce qui est intéressant, c'est que cet effet positif, il était associé avec la colonisation par le microbiote du donneur. Autrement dit, les patients qui sont restés le plus en rémission sont ceux qui avaient une bonne colonisation par le microbiote du donneur, alors que les patients qui n'avaient pas eu de bonne colonisation par le microbiote du donneur, eh bien, eux ont rechuté très rapidement, et je vais juste passer ça. Voilà. Et donc, fort de ces résultats, on a deux autres études qui sont en cours, une dans la rectocolite hémorragique en poussée, et surtout cette étude dans la maladie de Crohn, qui a été financée par la fondation Hemsley, et qui consiste à inclure des patients qui ont une maladie de Crohn en rémission sous anti-TNF-alpha, des patients qui ont envie d'arrêter leur traitement, et c'est des questions que l'on discute avec nos patients très fréquemment. Donc, ces patients, on leur propose de participer à cette étude. On arrête l'anti-TNF-alpha. On fait une coloscopie qui permet de faire une transplantation ou une fausse transplantation fécale. Puis, on refait des transplantations fécales avec des gélules orales. Et on suit les patients comme ça jusqu'à 1 an. S'il n'y a pas eu de rechute, on refait une coloscopie à 1 an pour évaluer les choses. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est une étude de grande ampleur. Hein. Là, plus de 130 patients théoriquement à inclure. Là, on a inclus une grosse vingtaine de patients pour l'instant, mais il y a encore beaucoup de patients à inclure dans cette étude. Donc, la transplantation fécale, c'est très intéressant. Il y a des résultats prometteurs, mais c'est un processus qui est extrêmement complexe. On a beaucoup de facteurs qui sont encore indéterminés. C'est basé sur des donneurs humains. Donc, c'est vraiment très difficile d'imaginer d'utiliser ce type de traitement dans des pathologies aussi fréquentes et des pathologies chroniques comme les MICI, ce qui fait que vraiment, on a besoin d'identifier ce qui est actif dans le microbiote et de pouvoir le donner au plus grand nombre. Donc, ces études, elles sont particulièrement importantes justement pour essayer d'identifier ce qui est actif dans le microbiote. Et donc, par exemple, sur cette étude dans la maladie de Crohn, on a fait une analyse toute simple, c'est de corréler le microbiote intestinal qu'on avait analysé par shotgun avec un certain nombre de marqueurs de l'activité de la maladie. Et ici, je vous montre les résultats principaux de cette analyse. On a observé donc certaines bactéries étaient corrélées globalement négativement, c'est les carrés bleus, avec ces marqueurs de l'activité de la maladie, des scores cliniques, biologiques ou de la perméabilité intestinale, et inversement, on avait d'autres bactéries qui étaient associées, corrélées plutôt
positivement avec l'inflammation. Et on a été assez content de voir qu'une des bactéries qui sortait particulièrement, c'était Faecalibacterium prausnitzii, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure, comme diminuée chez les patients atteints de maladies inflammatoires et ayant elle-même des effets anti-inflammatoires. Vous voyez que un des signaux les plus importants était la corrélation négative entre cette bactérie et l'inflammation. Et donc, comme on a déjà démontré que cette bactérie était anti-inflammatoire, la prochaine étape, c'est un essai clinique dans la maladie de Crohn qui a en fait déjà commencé. On a 8 patients qui ont été inclus dans cette étude et qui sont donc déjà traités par cette bactérie grâce à la startup Excellium. Tout à l'heure, je vous ai parlé des métabolites du tryptophane et de ces molécules qui activent notamment le récepteur AHR et qui sont si importantes dans l'inflammation intestinale. Dans les travaux qu'on avait réalisés précédemment, on avait utilisé des bactéries issues du microbiote de la souris, ce qui n'est pas forcément le plus idéal si on veut imaginer donner cette bactérie à l'homme, puisque l'intestin de la souris est évidemment très différent de l'intestin humain. Donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a isolé plusieurs centaines de souches bactériennes issues du microbiote humain et on les a testées pour leur capacité à activer ce récepteur AHR. Donc là, vous avez une partie de ce screen avec une cinquantaine de souches et vous voyez qu'on a un certain nombre de bactéries qui vont peu ou pas activer AHR et inversement d'autres qui vont fortement activer AHR. On a sélectionné l'une d'entre elles pour différentes raisons. Et on a montré que chez la souris, elle avait effectivement cette capacité à activer le récepteur AHR in vivo. Donc, quand on l'administre, eh bien, vous voyez que ça va induire des gènes comme CYP1A1 ou AHRR, qui sont des gènes cibles de AHR, ce qui démontre bien qu'on a une activation de cette voie AHR. D'ailleurs, on a fait également des expériences sur des souris germ-free qui confirment également ces résultats. Plus intéressant, si on administre cette bactérie à un modèle d'inflammation intestinale, ici c'est le DSS, mais on a des résultats tout à fait similaires avec d'autres modèles d'inflammation intestinale, eh bien vous voyez que cette bactérie, qu'on a appelée ici LBP-AHR, eh bien elle a un effet protecteur, que ce soit sur la clinique de la souris, la perte de poids, l'histologie, et sur beaucoup d'autres paramètres que l'on a analysés. Et encore plus intéressant, si on répète cette expérience chez des souris qui sont invalidées pour AHR, sur des souris AHR-KO, eh bien, on perd cet effet protecteur. Et donc, là, maintenant, on essaye d'identifier les molécules actives. Et pour être honnête, c'est pas simple. Et on essaye de pousser cette bactérie pour potentiellement une utilisation en clinique, que ça soit dans l'inflammation ou dans d'autres indications, parce que on a pu montrer que cette bactérie, elle avait des effets dans plusieurs autres pathologies. Donc, en conclusion, le microbiote intestinal humain, c'est un acteur dans la physiopathologie des MICI. Je vous ai montré ce concept de causalité circulaire qui est, à mon sens, vraiment crucial pour bien comprendre le rôle du microbiote dans ces maladies inflammatoires de l'intestin, mais aussi dans beaucoup d'autres maladies chroniques. C'est quelque chose qui souvent est pas forcément évident à appréhender. Je ne vous ai pas montré de données sur le microbiote comme biomarqueur dans les MICI pour des raisons de temps, mais juste que vous sachiez qu'il y a une intense recherche dans ce domaine. Il y a beaucoup de résultats préliminaires qui sont prometteurs. Nous-mêmes, on a pu montrer ce genre de choses avec des preuves de concept pour prédire le risque de rechute post-opératoire après chirurgie pour maladie de Crohn, le risque de complications post-opératoires. Il y a des équipes qui ont travaillé sur la réponse au traitement, vraiment beaucoup de choses, mais à ce jour, on n'a pas d'essais prospectifs qui démontrent l'intérêt de l'un ou l'autre de ces biomarqueurs, ce qui fait que clairement, ils ne sont pas prêts pour une utilisation en clinique. On a besoin de grandes études prospectives avec là aussi une standardisation très stricte pour s'assurer de la reproductibilité des résultats. Et probablement que, en tout cas, je le pense, on aura des tests basés sur le microbiote, probablement pas seuls, associés à des tests de l'hôte comme on les a déjà aujourd'hui, mais ça sera vraisemblablement des tests assez spécifiques pour répondre à des questions spécifiques et pas une analyse globale du microbiote non ciblée. En termes d'outils thérapeutiques, je vous ai parlé de la transplantation fécale, mais
La transplantation fécale, c'est extrêmement complexe. On a besoin d'identifier le bon donneur, le bon patient. On a besoin de savoir comment on va faire la transplantation fécale, à quel moment, en poussée, en rémission, est-ce qu'il y a des liens avec le donneur, une compatibilité avec le donneur. Il y a maintenant des études qui suggèrent qu'il y a une forme de compatibilité entre donneur et receveur. Est-ce qu'il faut un traitement adjuvant, l'alimentation, des immunosuppresseurs, autre chose? Comment on surveille les patients après la transplantation fécale ou les transplantations fécales? Tout ça, c'est vraiment des questions qui restent aujourd'hui sans réponse, ce qui fait que ça reste extrêmement compliqué, d'autant plus que une fois qu'on a fait une transplantation fécale, le microbiote se retrouve dans un environnement qui n'est plus le sien, et l'environnement du receveur va remodifier le microbiote qui lui a été greffé, entre guillemets, et donc ça ne va pas être une transplantation fécale qui va régler les choses. Il va falloir répéter ces interventions sur des dizaines d'années potentiellement, ce qui rend les choses difficiles à envisager, d'autant qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de standardiser la transplantation fécale pour une raison très simple, c'est qu'on a chacun un microbiote qui est différent, ça c'est la première, et la deuxième, c'est qu'on est incapable aujourd'hui de caractériser complètement une cellule humaine, même avec les meilleures méthodes. 20 à 50% des séquences de shotgun métagénomiques sont inconnues, on ne sait pas ce que c'est. 30 à 50% des gènes qui sont identifiés, on n'a strictement aucune idée sur leur fonction. Et il n'y a pas que des gènes et que des bactéries, il y a aussi des molécules dans la transplantation fécale. Et alors là, c'est encore pire, 80 à 90% des métabolites, eh bien, on n'est pas capable de les identifier. Et là, je ne mentionne même pas les virus, les archées, les champignons, les protistes et le matériel humain qui est aussi présent dans la transplantation fécale. Donc, on a besoin de solutions thérapeutiques beaucoup plus définies, comme donc ces consortiums de bactéries ou ces bactéries seules, donc c'est les concepts de probiotiques de nouvelle génération. Je vous ai parlé notamment de Faecalibacterium progenitii dans ce cadre. Et puis, bien sûr, les postbiotiques, comme par exemple des métabolites du tryptophane ou d'autres molécules qu'on arriverait à identifier issues des bactéries. C'est pas très original hein, comme approche, c'est exactement ce qui a été fait avec les plantes hein, pour un certain nombre de molécules thérapeutiques. Là, l'idée, c'est de le faire avec des bactéries. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et évidemment, tous les travaux que je vous ai montrés sont le résultat d'un travail d'équipe avec de très nombreux collaborateurs dans mon équipe de recherche, à Sorbonne Université INSERM, dans l'équipe de Philippe Langella à Michaelis. Tous mes collègues de l'hôpital Saint-Antoine en gastroentérologie, en chirurgie, à la pharmacie, le groupe français de transplantation fécale, le centre de transplantation fécale de la PHP que je coordonne, la FHU PACEM, l'URC qui est également extrêmement importante pour la réalisation d'un certain nombre d'études, notamment de transplantation fécale, des collaborateurs externes et puis bien sûr tous les financeurs qui permettent la réalisation de ces travaux. Merci Harry, on va se reconnecter. Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour Karine. Bonjour Mina. Alors je ne sais pas s'il y avait, oui, est-ce qu'il y avait des questions dans le... Alors il y a des questions dans le chat. Tu veux commencer Nathalie? Oui, avec plaisir. Déjà, merci Harry hein, pour cette présentation très, très didactique et je pense qu'elle a répondu déjà à pas mal de questions et qui ouvre pas mal de perspectives. Donc, je vais me faire le porte-parole en effet des premières questions. Une première question qui était posée par Béatrice Ségurance. Existe-t-il une plasticité du microbiote et par voie de conséquence du système immune? Et à quel degré de plasticité voit-on une association avec une pathologie? Alors, la deuxième partie de la question, je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais la première, oui, le microbiote est plastique, on peut le modifier de manière drastique par un moyen très simple, l'alimentation. L'alimentation, c'est probablement le moyen le plus simple de modifier son microbiote. Aujourd'hui, on a des travaux aussi bien chez l'animal que chez l'homme qui montrent, par exemple, chez un animal qui aurait une alimentation riche en fibres, si on supprime les fibres et qu'on lui donne une alimentation riche en graisse, son microbiote va se transformer en quelques jours et on a le même type de résultat chez l'homme.
Je pense que là, la réponse, elle est très claire et on sait en effet que tous les éléments d'alimentation et d'environnement sont des éléments qui vont intervenir de manière importante sur le microbiote. La deuxième question, je vais répondre moi-même très vite, hein. Existe-t-il la possibilité d'avoir un replay de cette présentation? La réponse est oui. Et je pense que Mina vous donnera toutes les informations à l'issue de la présentation. Et je vais passer directement donc à la question de Natacha Kapanji. Comment avez-vous fait pour mettre au point la galénique d'administration de FPRO? Mina, je n'ai plus l'accès Entends. en temps du fait du sondage. Et Oui, c'est un enjeu voilà, de voilà, dégradation. C'est un enjeu voilà, de dégradation voilà, pour être sûr qu'elle ne de soit pas dégradée dans Oui. le côlon, en effet. Alors, pour Faecalibacterium prusniti, hein, c'était ça la Oui, tout à question. fait, hein. Donc, La galénique de FPRO pour oui, être sûr qu'elle parvienne à son où lieu on veut. d'efficacité, voilà, sans dégradation. Alors, ce qui nous inquiétait le plus, c'est surtout l'effet de l'estomac pour être et du tube digestif supérieur, enfin je le dénomme, parce que là, on sait que non seulement il y a de l'oxygène, il y a de l'acidité, il y a tout un tas de facteurs potentiellement très agressifs pour ce type de bactéries. Et donc, on a une capsule qui est spécifique, qui est gastroprotégée, mais qui est aussi qui permet une libération dans la deuxième partie de l'intestin grêle, là où on pense qu'une grande partie des effets sont réalisés. Marie, il y avait une autre question sur est-ce qu'il y a des données sur les phages, et notamment les phages transplantés? Alors, il y a des données sur les phages et les Mickey. Le problème des phages, c'est que c'est beaucoup plus difficile à étudier que les bactéries ou même les champignons. Pour une raison simple, c'est que on n'a pas de séquences qui nous permettent d'identifier un phage, comme on l'a par exemple avec le CSS bactérien. Et les bases de données sont pas aussi bonnes. Deuxième élément, c'est que quand quand on fait une analyse de microbiote, on va extraire souvent l'ADN donc fécal et on n'a pas forcément l'ARN qui est analysé alors qu'il y a un certain nombre de phages qui sont des virus à ARN. Donc on a des résultats qui montrent que certains phages augmentent, dont l'abondance augmente dans les Mickey, d'autres diminuent. Les conséquences fonctionnelles de tout ça sont pas encore bien claires. On a l'impression qu'il y a peut-être certains phages qui sont induits et qui vont aller tuer leur hôte anti-inflammatoire. Ça, c'est une possibilité. On a aussi l'impression que l'inflammation elle-même pourrait favoriser l'émergence de certains phages. Et donc peut-être que ça pourrait être un des biais par lesquels l'inflammation va conduire à la diminution de certaines bactéries. Et pour ce qui est de la transplantation fécale, il y a encore très peu de choses sur le sujet. Alors, il y a une autre question d'Amine Zorgani sur AHR comme cible. Et en particulier, est-ce que AHR pourrait être finalement ciblé dans d'autres indications que les Mickey? Et donc, c'est cette problématique aussi, est-ce que ça pourrait être une approche post-biotique? Oui, alors complètement. En fait, depuis presque 10 ans maintenant, on travaille sur cet aspect AHR et on a pu observer, on a commencé par les Mickey, parce que voilà, c'est notre pathologie, nos pathologies d'intérêt primitif, on va dire, primaire, mais on s'est rendu compte que soit nous-mêmes, soit en collaboration avec d'autres, que la production de ces agonistes AHR était altérée dans le syndrome métabolique et dans des modèles murins, on voit une protection lorsqu'on corrige cela. Dans les pathologies du foie, même la pathologie alcoolique du foie, dans la maladie cœliaque. Et donc, on voit comme ça une grande variété de pathologies dans lesquelles cette fonction du microbiote est altérée. Et lorsqu'on la corrige, on a des effets thérapeutiques. C'est ce qui nous fait dire que cette production d'agonistes AHR par le microbiote, c'est une des grandes fonctions du microbiote, un peu comme la production d'acides gras à chaîne courte. Et donc, on pourrait imaginer soit utiliser des molécules activatrices d'AHR directement, mais ça, c'est pas forcément évident parce que l'activation d'AHR, c'est pas que positif, ça peut être aussi délétère. Et notamment les agonistes pharmacologiques qui ont été développés dans le passé ont tous conduit à un arrêt de développement du fait de toxicité, puisque pour vous donner un exemple, hein, l'agoniste AHR classique, c'est la dioxine.
Donc, c'est pas très, très positif. Et donc, ces agonistes toxiques sont des agonistes forts, c'est-à-dire qu'ils vont se lier très fortement aux récepteurs et ce qui semble être responsable des effets secondaires. Alors que l'avantage des agonistes issus du microbiote, c'est que non seulement ils sont produits de manière endogène à un niveau physiologique pour lequel on sait que ce n'est pas toxique, et en plus de ça, ce sont des agonistes faibles, ce qui expose à ce qui expose à pas de risque, en tout cas observé à ce jour. Je vais compléter la question. Est-ce que tu penses que ces agonistes HR pourraient être utilisés en tant que marqueur, facteur de risque de décompensation d'une pathologie de type justement une inflammation, Oui. une maladie Oui. Crohn? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des choses que l'on regarde. On l'a observé déjà sur une première cohorte, mais là, notamment dans un projet qui est financé par l'association François Aupetit, qui est l'association des patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin, on va regarder si certains de ces métabolites du tryptophane prédisent la survenue d'une poussée, notamment grâce à plusieurs cohortes, dont des cohortes belges qui ont regardé cette question spécifiquement, mais hors bien sûr microbiote. Peut-être une question autour de l'alimentation que je compléterai aussi après. Donc, c'est Béatrice Ségurins qui te pose la question, est-ce que les patients avec Crohn suivent un régime alimentaire? Et peut-être qu'il y a une question subsidiaire qu'on pourrait mentionner, c'est finalement un manque d'avoir des informations assez détaillées sur l'alimentation des personnes atteintes de maladie de Crohn. Il y a de plus en plus de données en fait là-dessus Oui. aussi, sur les risques environnementaux au sens large et l'alimentation plus spécifiquement dans la maladie de Crohn. Peut-être que tu pourrais élaborer Oui, là-dessus. bien sûr. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect risque de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et là, vraiment, toutes les données épidémiologiques sont convergentes. Il y a un certain nombre d'aliments qui sont délétères et qui augmentent le risque de développer une MICI, et notamment une maladie de Crohn. C'est l'alimentation ultra transformée. Et donc ça, on voit vraiment des effets doses avec une corrélation directe et positive entre le nombre de prises d'aliments ultra transformés par semaine et le risque de développer une MICI. Après, il y a d'autres aliments qui semblent délétères, mais à un degré un petit peu plus faible. C'est notamment mais c'est encore de l'aliment transformé, finalement, c'est des charcuteries et ce genre de choses. Et inversement, on voit une corrélation négative avec la consommation de fibres. Donc, on revient un petit peu toujours aux mêmes idées. Et après, en termes thérapeutiques, entre guillemets, chez des patients qui ont déjà une maladie inflammatoire de l'intestin déclarée, il y a de plus en plus de travaux qui montrent que une alimentation de bonne qualité va favoriser le maintien en rémission, voire même pouvoir augmenter l'efficacité des traitements pour la mise en rémission. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on va remplacer chez un patient qui a une maladie établie, on ne va pas remplacer les traitements immunosuppresseurs par l'alimentation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais en revanche, ça va s'ajouter au traitement et ça va favoriser l'efficacité du traitement. Et on peut espérer, avec l'alimentation et peut-être avec d'autres traitements visant le microbiote, pouvoir alléger la charge en immunosuppresseurs de ces patients pour augmenter la sécurité sur les dizaines d'années que les patients doivent vivre avec ces maladies. Moi, j'avais un petit point subsidiaire avant de continuer aux questions, mais qui est un peu lié. C'est que souvent, tu montres dans les essais interventionnels, que ce soit ce que tu as montré à la fin sur Faecalibacterium prausnitzii ou bien la transplantation, finalement, des gens qui vont être en rémission. Et donc, on s'intéresse à ce cadre-là et la réoccurrence. Mais du coup, est-ce que ça exclut totalement que lorsqu'on est en poussée aiguë, on n'a pas tellement envie de toucher au microbiote, ou comment vous raisonnez par rapport à ça? On peut toucher au microbiote en poussée aiguë, mais probablement qu'il faut le faire en étant vraiment prudent, et peut-être pas non plus en attendre monts et merveilles. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'important parce que dans le développement des médicaments ou des approches thérapeutiques dans une maladie donnée, et donc dans les MICI par exemple, il y a des habitudes qui sont établies depuis des dizaines d'années. Et donc, le développement d'un médicament dans la maladie de Crohn, on teste d'abord l'efficacité pour induire la rémission, puis le maintien en rémission. Et quand on développe un médicament ou une approche thérapeutique qui cible le microbiote, il faut avoir conscience que ce ne sont pas des interventions qui vont être des immunosuppresseurs, entre guillemets, brutaux,
Et donc, c'est un petit peu plus fin que ça. Et si on se met à tester, à évaluer exactement de la même manière les interventions sur le microbiote que ce que l'on fait avec un anti-TNF-alpha ou un anti-IL-23 ou un JAK inhibiteur, eh ben, on va passer à côté de potentiellement d'effets extrêmement intéressants sur la partie maintien en rémission qui, encore une fois, à mon avis, est au moins aussi importante que l'induction, voire, à mon sens, beaucoup plus importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire passer ces messages, notamment auprès des big pharma, parce que eux, ils ne comprennent pas. Il faut vraiment passer beaucoup, beaucoup de temps pour leur expliquer que c'est pas la même chose. Euh, je vais me faire le porte-parole de Georges Dimitrov pour poser une question sur la problématique des Mickey en âge pédiatrique et savoir s'il y a des datas sur le microbiote qui expliquent que les Mickey à début pédiatrique aient un impact plus sévère. Alors, je ne suis pas pédiatre, mais effectivement, ce qui est très étonnant, bon, d'abord, les MICU à début pédiatrique, en général, on se dit que la composante génétique est plus forte qu'à un début plus tard dans la vie. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit aujourd'hui une augmentation des Mickey aussi à début pédiatrique. Et cette augmentation, ce n'est pas la génétique, c'est bien l'environnement. Donc, il y a des éléments dans notre environnement, évidemment, on pense à l'alimentation avant tout, qui jouent un rôle dans ces maladies inflammatoires à début pédiatrique. Qu'est-ce qui est en cause précisément, en dehors des facteurs dont j'ai déjà parlé? On n'a pas plus d'éléments à ma connaissance. Très bien. Alors peut-être une dernière question de Simon Glatini. Est-ce que je propose, parce qu'il est 13h57, on finit à 14h, c'est que pour les autres questions, bah, vous les gardez pour la dernière séance où il y aura des questions-réponses puisqu'on ne pourra pas tout couvrir. Alors Simon Glatini te pose la question de la composition du microbiote au niveau de la muqueuse. Alors effectivement, j'imagine là, ce qui est dans le mucus ou pas, d'une part, et puis le long aussi de l'intestin, de façon plus étendue. Oui, alors ça, c'est effectivement une très bonne question. On travaille, quand on analyse le microbiote des patients, c'est vrai dans les MICI, mais dans toutes les pathologies aussi, toutes les autres pathologies, on analyse ce à quoi on a accès facilement. Et donc, ce sont les selles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui montrent que le microbiote fécal n'est pas exactement le même que celui qui est collé à la muqueuse au niveau du côlon. Et ce microbiote est complètement différent du microbiote de l'intestin grêle. Donc, on a des travaux actuellement sur ce problème, ce qui est particulièrement relevant pour la maladie de Crohn, puisque c'est une maladie qui va toucher avec forte prédilection la fin de l'intestin grêle. Le microbiote n'est pas le même. C'est vrai en termes de bactéries, c'est vrai en termes de champignons. Et donc, on a besoin de pouvoir accéder à ce compartiment pour pouvoir l'analyser, voir quelles sont les bactéries qui sont là et quels sont leurs effets. Il y a des nouveaux outils qui sont en train d'apparaître. Bien sûr, il y a les endoscopies, ça nous permet de faire des prélèvements, mais il y a aussi des nouveaux outils avec des petites capsules que l'on avale et qui vont prendre des échantillons au niveau de l'intestin grêle. Donc ça, avec l'avènement de ce type d'outils, on peut espérer qu'on aura plus de données de ce type. Ouais, je vais juste compléter un tout petit peu la question et finalement, sachant que la localisation de l'inflammation au niveau des maladies de Crohn, comme tu l'as dit, peut être plus différenciée, et notamment au niveau de l'intestin grêle. Est-ce que tu penses que cela peut expliquer des résultats de TMF qui soient moins efficaces, sachant que le microbiote, encore une fois, de l'intestin grêle, comme tu viens de le dire, n'est pas celui du côlon ni des selles? Honnêtement, je ne sais pas, mais en revanche, pour aller dans le sens de ta question, les essais de transplantation fécale, c'est extrêmement difficile à conduire et c'est pas forcément simple à interpréter non plus. Parce que quand, par exemple, on fait de la transplantation fécale par voie haute et que donc on analyse des selles ou quelque chose qui est pas loin d'être des selles au niveau du tube digestif supérieur, non seulement on apporte un microbiote qui n'est pas le sien, mais surtout on l'apporte à un endroit qui n'est pas du tout l'endroit physiologique. Et il y a certaines études où le contrôle est une autotransplantation, mais là encore par voie haute. Et donc on prend les selles de la personne, on va l'administrer en haut du tube digestif. Ce n'est pas vraiment un placebo parce que même si c'est les selles de son propre patient,
personne n'a des selles au niveau du duodénum ou du jéjunum. Donc, c'est vraiment très compliqué de réaliser ces études de transplantation fécale, mais aussi les interprétations ne sont pas toujours évidentes non plus. Bon, Alors, je pense qu'on va il est pouvoir 14 heures. clore. Oui. Je te laisse clore, Karine. Ah, merci Nathalie, ben, merci beaucoup Harry. Alors écoute, il y avait encore plein de questions qu'on va garder. Et donc il y avait beaucoup de monde à la présentation, plus d'une centaine de personnes, je crois, 110 ou 120. Et donc, donc la semaine prochaine, on continue avec le printemps du microbiote et surtout, bah, gardez vos questions pour qu'on réaborde lors de la toute dernière séance les questions qu'on n'aura pas abordées avec les différents orateurs de ce printemps du microbiote. Voilà, ben, merci beaucoup Harry, fantastique présentation et puis à très bientôt. À bientôt à tous, À merci. bientôt. Merci beaucoup, Harry.